Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Moussa Maman de la radio Sarah FM à Agadez, une radio partenaire du studio Kalangou. Le forum, c'est un rappel, est diffusé sur l'ensemble de 8 régions du Niger grâce à un réseau de 52 radios et cette télévision partenaire du studio Kalangou. Le forum d'aujourd'hui a pour thème Situation des expulsés d'Algérie au Niger. Quel impact sur la cohabitation avec la communauté d'accueil? Du 1er janvier au 1er avril 2023, 11 336 personnes sont expulsées d'Algérie vers le Niger et du 11 avril au 16 juillet 2023, ils sont au nombre de 8 352 à être expulsés toujours de l'Algérie. À la date du 16 juillet 2023, cela fait un total de 19 688 personnes qui sont expulsées de l'Algérie selon Alarm Phone Sahara. L'écrasante majorité de ces migrants expulsés d'Algérie sont des Africains. Les besoins cruciaux manifestés par ces migrants sont le retour dans leurs pays respectifs et leur prise en charge en hébergement, restauration et hygiène et assainissement. Ces migrants sont campés dans un petit village dont la population fait face aux mêmes problèmes soulevés par ces reflets d'Algérie. Cette situation montre qu'il y a nécessité de mener des actions humanitaires pour aider les migrants et la population qui accueillent, afin de faciliter l'intégration et l'acceptation de ces reflets d'Algérie au niveau de la population locale. Quelle est la situation actuelle de ces migrants expulsés d'Algérie? Comment se fait leur cohabitation avec la communauté d'accueil? Comment se fait leur prise en charge? Quel est l'impact de ces expulsés sur la communauté d'accueil? Pour en débattre, nous avons invité M. Cheikhou Azizou, activiste et coordonnateur régional de l'initiative Alarm Phone Sahara APS Agadez. Bonsoir M. Aziz. Bonsoir M. Moussa. Moussa Bachir, chef d'antenne de la Commission nationale des droits humains CNDH d'Agadez. Moussa, bonsoir. Bonsoir. Monsieur François Ibrahim, vous êtes chef d'équipe lanceur d'alerte à Samaka. Alors bonsoir Monsieur François. Bonsoir. Monsieur Sadio Diallo, représentant des communautés migrantes résidant à Agadez. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir Moussa. Bonsoir et bienvenue à tous. Alors nous allons commencer par M. Cheikhou Azizou, coordonnateur régional de l'initiative APS Agadez. Quelle est la situation actuelle de migrants expulsés d'Algérie à Samaka? Merci bien Moussa pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous prononcer sur cette question cruciale de la mobilité des personnes que nous appelons la libre circulation. Alors ces personnes... une fois refoulés de l'Algérie, pour ne pas dire du Maghreb, ils arrivent sur notre territoire au Niger dans un dénuement total. Les conditions dans lesquelles ces personnes-là sont arrêtées sont vraiment inhumaines, parce que c'est souvent sur leur lieu de travail, ou tard dans la nuit, dans leur concession, ou en train de faire du sport, ou souvent dans des magasins au marché. On les arrête, on ne leur donne pas le choix, on les embarque et on les amène directement à la frontière nigéro-algérienne. Où en ce moment, nous constatons deux types de convois. Donc le premier convoi est ce que nous appelons le convoi officiel, qui concerne essentiellement les personnes ressortissantes du Niger, qui ont la chance d'être transportées de l'Algérie jusqu'au commissariat d'Assamaka, où ils sont livrés aux autorités nigériennes. Quant aux autres nationalités, à savoir les autres membres de l'espace CEDEAO et même de certains qui ne sont pas du continent africain, on les dépose à un endroit communément appelé No Man's Land, dont le nom est Point Zéro. Ce point se situe à 15 km à cheval entre Ingizam et Assamaka. À partir de ce point, les personnes doivent marcher à pied sur une distance de 15 km et imaginez ce que cela jusqu'à Assamaka, imaginez ce que cela comporte avec des cas de personnes âgées, des enfants, des bébés, des femmes enceintes, des malades et toutes sortes d'handicaps qu'on peut imaginer. Donc ce convoi dit non officiel
a la malchance malheureusement de faire la traversée de 15 km à pied. Et c'est en ce moment que notre équipe qui est positionnée à Samaka intervient avec nos moyens de bord, qui sont 2 engins tricycles qui peuvent avoir la capacité de transporter jusqu'à 10 à 12 personnes. Et c'est une fois que nous sommes informés de l'arrivée de ces convois, souvent tard dans la nuit, au-delà de minuit, entre 0h et 4h du matin, quand les braves leads arrivent à réprimer à entrer dans Samaka, notre équipe est alertée à travers les bruits qu'ils émettent, comme quoi ils sont au moins arrivés dans un village. Alors, Alarme Phone Sahara joue quel rôle dans cette situation? Nous l'avons dit, notre rôle c'est d'abord l'assistance. Les personnes qui sont laissées derrière, qui peuvent s'égarer dans la nuit, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à boire, c'est à ce moment que nous intervenons pour les transports, pour leur donner de l'eau de boisson, pour leur donner souvent des petits kits alimentaires du genre de biscuits. Et voilà, ça ce sont les premières aides. Et la seconde aide, c'est le fait de prendre les malades et de les amener au niveau des centres de soins intégrés dans Samaka, que ce soit sur demande de la police, de l'OIM ou même de COPI ou individuellement si les personnes nous approchent, sachant qu'ils sont dans cette situation, alors nous offrons cette assistance. Merci M. Aziz. Monsieur François et Ibrahim, vous êtes lanceur d'alerte à Samaka. Alors comment se présente cette situation des expulsés d'Algérie à Samaka? La situation de refoulés de Samaka est une situation très très alarmante. Parce que les gens arrivent, on les dépouille de tous ceux qui sont à partir de l'Algérie. Ils viennent, on les dépose au point zéro. Les derniers qui sont arrivés, c'est le 31 juillet au 1er août. À 2h30 du matin, on les a déposés au niveau de la frontière. 2h30 du matin. Donc ils sont obligatoirement venus vers le Niger. Maintenant, nous, notre équipe, quand il entend le bruit des gens qui arrivent, maintenant on se prépare à aller au point zéro. On voit les gens qui arrivent, mais on les dépasse. On va au point zéro pour ramasser ceux qui sont fatigués, les malades, les femmes enceintes et les diminués, comment on l'appelle, ceux qui ne peuvent pas marcher. Voilà notre action. Maintenant, on leur fournit de l'eau et quelques biscuits. En attendant qu'ils arrivent, on les amène au commissariat, on les dépose. Maintenant, le commissaire nous ordonne de les prendre, ceux qui sont malades, les amener au dispensaire. On les amène au CSI et on les soigne. Après les avoir soignés, on les ramène au commissariat pour être recensés. C'est là maintenant que le commissaire nous laisse partir. Après avoir fini, il nous fait le décompte, il nous dit voilà ce qui est arrivé. Femmes, hommes, enfants. Vous enregistrez des cas de blessés? Oui, il y a toujours des cas de blessés dans les voyages, il y a même des décès. On a plusieurs fois enregistré des décès. Le dernier qu'on a reçu, il était tombé du camion, juste arrivé au village, à 2 km du village. Il s'est laissé chuter dans le camion pour fuir, trépasser directement au niveau du CSI. C'est nous qui nous sommes occupés de le transporter jusqu'au cimetière avec les imams comment on l'appelle, les marabouts de Samaka. On les a enterrés vers 21h et nous sommes revenus au village. Merci M. François. M. Sadio Diallo, représentant des communautés migrantes résidant à Agadez. Alors comment se présente la situation des migrants expulsés, surtout s'ils revenaient en cours de route ou bien arrivés à Samaka? Ok, merci beaucoup Moussa. Je remercie avant tout d'abord toutes les organisations qui sont présentes au niveau de Samaka, l'effort qu'ils sont en train de fournir pour les immigrants. Et surtout aussi APS, parce qu'avant c'était APS seulement qui était là-bas, au point zéro pour vraiment sauver les immigrants. Avec peu de moyens qu'ils sont, mais vraiment on les remercie toujours. Parce que souvent j'ai échange avec les immigrants qui sont passés dans leurs mains là-bas au niveau de Samaka. Vous voyez pour le moment le cas de Samaka, avec toutes les organisations qui sont présentes là-bas, le cas des immigrants, vraiment c'est très difficile. C'est très difficile parce que vraiment il y a des cas vulnérables là-bas. Comme vient de dire que mon ancien, parce que quand tu vois les refoulements d'Algériens, parfois quand ils les amènent c'est la nuit.
Parce que c'est par la nuit qu'ils vont les descendre au Sahara là-bas, à 15 km de Asamaka. Parfois, il y a des enfants, il y a des blessés. Ils s'en fichent de blessés ou bien un enfant, il le prend comme ça, il les jette comme ça sur le Sahara. Parce qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de gens qui marchent un peu et décèdent sur la route. Parce que l'immigrant là, si c'est parti, c'est sur ça qu'on se sauve lui-même, ça qu'on occupe de lui-même. Et avec tout ça, vraiment, on remercie APS avec l'effort qu'ils sont en train de faire. Alors, ces migrants-là, s'ils viennent à Samaka, ils sont dans quelle situation? S'ils viennent à Samaka, ils sont dans des conditions très très mal difficiles. Parce que l'OIM, c'est pas tout le monde que l'OIM prend en charge. Même tellement copié aussi là-bas, mais avec tout ça, il ne faut pas satisfaire tous les besoins des immigrants. Il y a parmi eux les immigrants qui dorment sur la rue, qui sont vraiment dans des difficultés. Parce qu'ils n'ont pas personne qui va les prendre soin de eux, quoi. Vraiment, leur situation là-bas, c'est très, très mal difficile. Très difficile même. Alors, selon vous, pourquoi ces migrants partent en Algérie? Oui, vous voyez, parce que quand vous voyez les immigrants, je fais partie, parce que je suis immigrant d'abord. Vous êtes leur représentant. Oui, je suis leur représentant. Parce que quand vous voyez, nous quittons au pays pour partir, et nous se déplaçons, laisser toutes nos familles, parce que c'est l'espoir. Nous croyons que peut-être si on partit vers les Maghreb là-bas, peut-être ça va aller. Mais finalement, nous sommes retrouvés qu'on reste chez nous, c'est mieux de se déplacer, de s'immigrer maintenant vraiment vers Algérie. Qu'est-ce qui vous fait quitter chez vous? Et parce que ce qui nous a fait quitter chez nous, c'est les problèmes de famille. Ouais, parce qu'il y a certaines choses que tu vois dans la famille. Et vraiment, ça te fait pas faire assis dans la famille, voir matin, la famille, maman réveille, tu vois qu'il n'y a rien. Il y a des petites sœurs aussi, vraiment, tu obliges de quitter. Même avec tout ça, les difficultés, c'est pour cela qu'on maintient, même si on nous frappe, on nous incite, on garde le foi, parce que quand tu penses à derrière, souvent on augmente le moral sur ça aussi, quoi. Merci, M. Sadio. Alors, on revient avec vous, M. Moussa Bachir. Je rappelle bien, vous êtes le chef d'antenne du CNDH Agadez. Vous avez été à Samaka, Moussa. Et quel a été votre constat sur les conditions de vie de ces expulsés d'Algérie? Donc, merci bien de m'avoir donné la parole pour me prononcer relativement à ce sujet si bien important. Je vais d'abord essayer de rappeler que la mission de la CNDH, c'est la promotion et la protection des droits humains. Et en parlant de migrants, c'est une personne à mobilité. Et la migration, donc, c'est un droit humain fondamental. C'est un droit prévu par l'article 13 alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne peut quitter tout pays, y compris le sien, et revenir dans son pays. Et chaque État, en vertu de sa souveraineté, définit sa politique migratoire, c'est-à-dire les conditions d'entrée et de séjour sur son territoire. Maintenant, il y a les conditions d'expression, il y a les conditions de refoulement qui respectent la dignité de l'être humain. Si aujourd'hui vous nous parlez de ces migrants que nous avons été à Samaka, voir les conditions dans lesquelles ils se trouvent, mais nous constatons que ces migrants ont été expulsés d'une manière inhumaine, comme l'a si bien dit monsieur Dr Aziz Chehou. Inhumaine comment? Parce que vous avez recueilli leur avis. Inhumaine parce que vous allez voir, ces migrants ont été pris dans leur lieu de travail et on les a pris pour les amener en prison et les garder pendant au moins 7 jours et après les mettre dans des camions, entasser dans des camions comme des animaux et les amener, les déverser à un point qu'on appelle point zéro, donc à 15 km de la frontière algéro-nigérienne. Et ça, c'est des conditions inhumaines qui ne respectent pas les conditions d'expulsion d'un être humain. Parce que l'expulsion d'un être humain est conditionnée par une procédure qui respecte la dignité de la personne humaine. Donc voilà. Et au moment où on les a trouvés à Samaka, ces migrants se trouvent vraiment dans des conditions très difficiles. Et nous saluons beaucoup les partenaires qui appuient l'État. Vous avez quel constat faites-vous par rapport à la prise en charge? La prise en charge, c'est pour vous dire que ces partenaires font de leur mieux selon leurs moyens. Mais aussi il y a beaucoup de migrants qui n'arrivent pas à être pris en charge parce que les capacités d'accueil de certains centres et de certains camps ont dépassé les limites.
ce qui amène vraiment ces partenaires donc, à ne pas supporter tout le monde. Et d'autres vraiment se retrouvent, comme ils l'ont si bien dit, dans les rues. Voilà. Merci Moussa. Certaines situations que les migrants se retrouvent. Merci Moussa. On revient avec M. Aziz Chehou, coordinateur de Alarme Fond Sahara Agadez. M. Aziz, quel genre d'assistance apportez-vous à ces migrants expulsés d'Algérie? Permettez-moi d'abord de rappeler notre devise en tant qu'initiative. Notre devise, c'est droit de partir, droit de rester. Comme l'a dit le responsable de la CNDH, la mobilité est un droit universellement reconnu. Donc pour nous, nous n'avons pas la prétention d'empêcher quelqu'un, surtout que nous ne savons pas pourquoi, quelle est la cause profonde qui lui a fait quitter, en tout cas son territoire, son pays d'origine, son village et son entourage. Alors pour cela, la première des choses que nous faisons, effectivement, nous nous basons sur 3 objectifs. Le premier objectif, c'est sensibiliser. Le deuxième, c'est documenter. Le troisième, c'est secourir. La sensibilisation consiste à donner les informations utiles et nécessaires aux candidats au déplacement. C'est-à-dire nous leur faisons par des règlements en vigueur à la République du Niger pendant leur traversée. Et nous leur donnons les conseils pratiques par rapport à leur séjour, comment ils peuvent être conformes à la législation en vigueur. Ensuite, nous leur portons à leur connaissance les différentes organisations qui sont là pour leur apporter assistance en cas de nécessité, compte tenu de la direction qu'ils prennent, que ce soit la direction de l'Algérie ou la direction de la Libye, parce qu'officiellement, nous avons 2 axes, l'axe Agadez-Libye et l'axe Agadez-Algérie. Ça, je l'ai dit, avant 2015, ce sont les 2 axes principaux, et c'était par rapport à ces 2 axes-là que les voyages étaient organisés. Mais maintenant, je peux dire, sans risque de me tromper, qu'il y a 1001 axes à travers le désert depuis la mise en application de la loi 2015-36. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'en parler. Documenter, en ce qui concerne la documentation, en fait, nous avons des canaux, des réseaux sociaux, nous avons un site web, nous avons une page Facebook, nous avons une page Twitter, dans lesquelles, en tout cas, nous versons des informations en protégeant le droit des personnes qui nous livrent les informations. Si elles nous autorisent à publier leur histoire de vie par rapport à leur trajet migratoire, nous le faisons. Si elles disent non, il ne faut pas nous publier, nous les gardons dans nos bases de données et nous faisons notre traitement par rapport à cela. L'autre aspect, c'est le secours. Et quand je parle de secours, c'est le genre de secours que nous organisons entre Asamaka et le point zéro. Parce qu'il arrive des moments. Comment faites ça, les secours? Les secours, c'est effectivement en utilisant nos engins. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous sommes une jeune organisation, une petite organisation, mais qui a la volonté. Les acteurs qui sont là ont la volonté d'aller là où les autres ne peuvent pas aller. C'est avec quel genre de moyens? Les moyens, nous avons juste des motos qu'on appelle des tricycles ou tuk-tuk pour certains. Et ce sont ces tuk-tuk-là, avec 2 conducteurs, que nous essayons d'aller à l'encontre des personnes, comme nous l'avons expliqué, fatiguées, âgées, handicapées, des enfants mineurs qui ne peuvent pas marcher, et nous les amenons en ville pour vraiment leur assurer une arrivée saine dans le village. Mais là encore, ce n'est pas seulement à Samaka que nous faisons le secours, nous faisons aussi des missions de sauvetage dans le désert sur l'axe Agadez-Libye. Mais aujourd'hui, nous parlons de Samaka, nous allons rester sur le cas de Samaka. Voilà, la prise en charge, comment se fait-il à Samaka? Et la prise en charge, j'aimerais d'abord expliquer les 3 niveaux. Le premier niveau, effectivement, comme le directeur l'a dit, il y a l'Organisation internationale pour les migrants qui se charge du transport volontaire, du retour volontaire des migrants dans leur pays. Je dis entre griffes. Je dis entre griffes parce qu'il n'y a pas un autre choix. La preuve, si aujourd'hui un migrant qui arrive au point 0 dit je ne vais pas retourner dans mon pays, ramenez-moi à Oran ou à Alger ou ramenez-moi à Tripoli, ils ne vont pas le faire. Mais c'est le sens contraire. Donc cette question de retour volontaire est mise entre griffes. Ensuite, quand ils arrivent, ils les hébergent dans leur camp avec un certain nombre de commodités. Ça, nous le reconnaissons, c'est là. Ils leur donnent là où dormir, ils leur donnent à manger, ils leur donnent
en tout cas les soins selon leur capacité. Mais leur capacité d'accueil est assez limitée, je crois, c'est entre 1000 et 1400, 500 personnes. Mais avec le refoulement qu'il y a eu ces dernières années, surtout qu'à la fin de l'année 2022, nous sommes l'un des premiers acteurs à avoir tiré la sonnette d'alarme pour dire que, attention, si rien n'est fait, au niveau de la frontière nigéro-algérienne, il y aura une crise humanitaire. Quand nous l'avons dit en son temps, en novembre 2022, on ne nous a pas cru. On nous a qualifiés. Voilà. Et ça s'est passé. Mais Dieu merci, avec le temps, un autre acteur du terrain, à savoir Médecins sans frontières, a fait aussi la même déclaration sur l'aspect sanitaire. Et c'est comme ça que les autorités nationales ont pris à bras le corps la question en organisant la première mission de la région, ensuite une mission ministérielle. Et de plus en plus, il y a eu un balai, je dirais, diplomatique de la part des représentants des autres pays pour aller à Samaka. Merci Aziz. Et ce n'est pas fini, parce que vous m'avez demandé le type d'assistance. Oui, il y a aussi le COPI qui reçoit des migrants dans ce qu'ils appellent des abris. Des abris, en tout cas de fortune, d'ailleurs que nous allons essayer de renforcer bientôt, parce que nous sommes en train de préparer une mission avec le partenaire International Rescue Committee qui nous accompagne. Nous allons aller renforcer ces abris-là. Et en fait, nous avons du matériel que nous avons acheté, des sécos, des bois, des tentes, des pagnes, des kits de dignité pour les femmes, des kits de dignité pour enfants. Ce sont ces trucs-là que nous allons amener pour effectivement aller à l'encontre des personnes qui ont le besoin. Ce n'est pas que c'est les seules personnes qui ont les besoins, même la population locale a besoin. Nous allons revenir là-dessus. Merci. Le troisième point, c'est en fait la rue. La rue est très bondée à Samaka. Il y a plus de personnes à mobilité qui sont dans les besoins, qui sont dans les rues, que ceux qui sont dans les deux camps de COPI et de l'OIM. Si le temps le permet, nous allons développer cet aspect-là. Merci beaucoup, Monsieur Aziz. Monsieur François, vous êtes lanceur d'alerte à Samaka. Alors, quel est votre constat sur les conditions de vie de ces milliers de personnes expulsées? Ces milliers de personnes qui sont à Samaka, la première des choses, il y a deux organismes qui les hébergent. Il y a COPI qui héberge 3000 personnes. L'OIM prend 1400. Donc les restes tous sont dans la rue. Nous avions un de nos lanceurs qui a un carré. Il a mis ça à la disposition des migrants qui viennent loger là-dedans. Ça c'est entre parenthèses. Oui. Mais le plus grand nombre de, comment on l'appelle, des migrants, c'est dans la rue. Surtout le matin, quand vous venez au village, vous allez voir le nombre de personnes. C'est incroyable. Vous allez vous dire que vous êtes dans une capitale, c'est même pas dans une brousse. Parce qu'à Samaka fait 3000 personnes. Et voilà, 14 000, 15 000 personnes de plus. Vous voyez ce que ça fait. Alors, comment se fait leur cohabitation avec la communauté locale? Avec la communauté, ils acceptent, on les accepte. Mais il y a des conditions que vraiment ça dépasse l'entendement, quoi. Quelles sont les conditions? Vous allez voir des gens qui sont sans chemise, avec des culottes, sans chaussures, qui marchent avec des cheveux n'importe comment, et qui n'ont aucune, je veux dire, dignité, si vous voulez, musulmane. Parce que c'est incompréhensible, quoi. Des choses que nous, on ne vit pas, et que vous nous amenez chez nous. Vraiment, c'est quelque chose qui nous fait très mal. Il fut un moment où, quand les 11 000 sont arrivés en novembre, il y a eu des vols des animaux parce que les gens ont faim. Ils ne savent pas quoi faire. En ce temps-là, l'OIM avait bloqué la nourriture même. Ils prennent juste 500 personnes dans le temps. Ils ont dit qu'ils vont fermer. Les gens sont dans la rue, ils ne savent pas quoi faire. Ils commandent d'autres vols. Et maintenant, la police a pris, avec la population, on a fait une demande avec la police et la gendarmerie. Ils ont mis un couvre-feu à partir de 21h. Personne ne doit être dans les villages. Ils n'ont qu'à partir vers le camp OIM, vers la police, vers, comment on l'appelle, COPI. Maintenant, c'est là où on a trouvé un calme au niveau des vols.
Il y en a qui sont dans les, comment on l'appelle, ils ont c'est des maçons, c'est des restaurants, c'est des restaurateurs. Ils font leur petit, comment on l'appelle, business pour arriver à se nourrir. Merci. Monsieur Sadio Diallo, représentant de la communauté migrante résident à Agadez, comment se fait la cohabitation avec la communauté d'accueil? Oui, merci beaucoup. Comme ça vient de dire mon ancien, pour la communiquer acquis au niveau de Asamaka. Avec la population, comment ça se passe leur vie? Surtout que toujours moi je lance l'appel surtout à la population locale de Asamaka. De leur demander toujours des excuses, de nous pardonner toujours parce que ça c'est très important. Et pourquoi? Parce que comme ce que vient de dire l'ancien, parce que toujours il y a des cas. Immigrants là, quand tu es avec eux, chaque jour il y a des nouveaux cas, il y a des problèmes chaque jour. Parce que il y a des gens qui ne sont pas pris en charge là-bas, qui sont plus nombreux que les gens qui sont dans les campus. Vous voyez, parce que personne n'a pas les pris en charge. Quand ils rêvent, ils se débrouillent comment manger, comment gagner manger. Maintenant, avec ça, ils ont commencé de voler les biens de la population. Vous voyez. Et parfois aussi, ils vont se déshabiller ou bien avec les races à la partie entrer dans les maisons. Et la culture de Niger ne veut pas ça. Parce que même ici, moi, j'ai échangé avec un chef de quartier, il m'avait dit ça. Ils ont dit, ils n'ont pas fassé contre les migrants, mais ils sont fassés contre l'OIM. Et pourquoi? Parce que c'est l'OIM qui a fait regrouper les immigrants ici. C'est comme ça le chef de quartier m'a dit. Parce que regarde, ils vont se déshabiller, leurs femmes vont sortir, ou bien ils vont venir assis à la porte de la population qui sont là-bas. Et eux, ils n'aiment pas ça. Parce que la culture de Niger n'aime pas ça. Quelqu'un qui va se porter des culottes ou bien être à nu comme ça, partir devant, assis devant les portes, la population Niger n'aime pas ça. Alors comment se fait la prise en charge de ces migrants, surtout à Samaka? Oui, surtout à Samaka, toujours on remercie les partenaires qui sont là-bas, toujours comme MSF, APS, OIM et COPI. Mais avec tout ça, ils sont en train de fournir l'effort vraiment, mais c'est le nombre qui les dépasse. Parce que pour le moment, à Samaka, là, le nombre, ça dépasse, c'est pour cela. Mais les organisations sont en train de faire leur mieux. Parce que aussi, qu'est-ce qu'on donne aux migrants là-bas? Comme prise en charge, qu'est-ce qu'on leur fait? Oui, parce que on les prend soin d'abord, parce que c'est ça la première chose d'abord. Et dehors aussi, on les donne parfois, on amène là-bas les kits. Parce que OIM, ils donnent là-bas les kits là, comme pâtes et chaussures, comme ça, les dizaines là, on les donne là-bas souvent les immigrants. Et aussi, APS aussi les appuis, surtout la téléphonique. Ça aussi, APS a fait ça aussi dans leur disponibilité là-bas. Pour en cas, les gens qui viennent, qui ne sont pas acquis par l'OIM ni copie, ils peuvent avoir pour se appeler les parents pour essayer de gagner un peu de monnaie pour se débrouiller. Les téléphones? Oui, les téléphones d'appel. Parce que j'ai rencontré avec beaucoup d'immigrants quand ici, c'est APS qui les aide là-bas, les appels, jusqu'à ils ont eu un peu de moyens pour se déplacer, venir vers Agadez. Ça aussi, on les remercie beaucoup aussi. Ouais. Merci, monsieur Sadio. On revient avec vous, monsieur Moussa Bachir, chef d'antenne CNDH, la Commission nationale des droits humains à Agadez. Quel genre de protection votre institution fait à ces personnes expulsées? Merci. Donc, ce que la Commission nationale des droits humains fait à l'endroit de ces migrants expulsés, c'est d'aller vers ces migrants expulsés, échanger avec eux et les sensibiliser sur leurs droits et sur leurs devoirs. Parce qu'il est important, quand vous êtes sur un territoire qui n'est pas le vôtre, donc de connaître les textes qui régissent cet État. C'est très important. Donc nous partons pour les sensibiliser sur leurs droits et sur leurs devoirs et sur leur comportement à l'égard vraiment de la société qu'ils ont trouvée. Donc, comme l'a si bien dit les représentants, qu'au niveau de la cohabitation, ils devront adopter un comportement exemplaire qui peut être accepté par la société. Et vous arrivez à avoir des cas vraiment où ça a besoin de la protection? Oui, au niveau de la protection, tous les acteurs humanitaires qui sont à Samaka en lien avec la migration font ce qu'on appelle la protection. Nous partons là-bas pour les encourager davantage, pour les féliciter des efforts qu'ils sont en train de fournir parce qu'ils appuient l'État. Donc voilà ce que nous faisons. Alors comment comptez-vous défendre leurs droits?
Oui, nous défendons les droits des migrants quand il y a violation de leurs droits. Comme on a ces mandats, on essaie de voir avec l'autorité concernée ou la structure concernée pour appliquer la loi et remettre ces migrants dans leurs droits. Exemple, un migrant qui a droit aux soins, donc s'il n'arrive pas vraiment à avoir accès à ces soins, nous pouvons l'accompagner devant des structures sanitaires en tant qu'autorité de l'État et les rappeler que ce migrant est un être humain et qu'au Niger, la Constitution à son article 12 et 13 dispose que le droit à la santé c'est un droit humain fondamental et que ces migrants étant un être humain, étant sur le territoire nigérien, doivent bénéficier de ce droit. Et donc voilà comment nous faisons pour assister ces migrants pour qu'ils soient mis dans leurs droits. Vous avez parlé tout à l'heure, ils viennent dans des situations de torture. Est-ce que vous tenez compte de ces tortures qu'ils sont en train de subir? Vous ne pensez pas que leur droit est en train d'être bafoué? Voilà, nous en tenons bien compte de ces conditions dans lesquelles ils sont expulsés, dans des conditions inhumaines. Et le Niger, vraiment, est un État qui a beaucoup accepté parce qu'il y a violation de souveraineté, parce que chaque État est souverain et déverser toutes les nationalités, donc que ce soit les membres de la CEDEAO et ceux qui ne sont pas aussi de nationalité membres de la CEDEAO, le Niger a accepté que ces migrants soient exploités sur son territoire. Je pense que vraiment, nous faisons de notre mieux pour essayer de voir dans quelles conditions maintenant faire un effort pour rappeler à ces autorités qu'il y a violation des droits de ces migrants, comme on a aussi des institutions au niveau de ces pays où s'effectuent ces expulsions, pour les rappeler qu'ils devront essayer de voir avec leur gouvernement comment cesser ces violations. Merci Moussa. Monsieur Cheikhou Aziz, vous êtes coordinateur de l'Enfant Sahara, l'initiative APS. Comment situez-vous les responsabilités sur cette situation des expulsés d'Algérie? On nous parle d'un accord qu'il y a eu depuis les années 2014 où le gouvernement du Niger avait demandé au gouvernement algérien de renvoyer les ressortissants du Niger pour venir travailler au Niger et pour éviter la mendicité. Mais nous avons cherché ce fameux accord à l'écrit. En tout cas, jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas. Je ne sais pas si vous de la presse vous disposez de ce document ou si la CNDH dispose de ce document. Ça nous aidera beaucoup, en tout cas, à nous positionner par rapport à cette situation-là. Maintenant, le second aspect, c'est les autres ressortissants des autres pays d'Afrique, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas tous les autres qui sont membres des pays au sud du Sahara, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale, même aller vers l'Afrique du Sud. En tout cas, on arrive à avoir tous ces cas-là. La gestion, effectivement, c'est une gestion complexe. Pourquoi je dis que c'est une gestion complexe? Si ceux de l'espace CEDEAO ont le droit d'être au Niger, parce qu'ils sont dans leur espace géographique, mais les autres, par exemple les ressortissants de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest ou des autres continents tels que les Érythréens, les Asiatiques, les Syriens qui nous arrivent, c'est notre cas, c'est une autre question qui est là, difficile à résorber. Et c'est en ce moment, en tout cas, je vais parler de ce choc de culture dont le président a parlé. Et là, nous intervenons, en tout cas en tant qu'Enfant Sahara, pour sensibiliser la population locale à être non seulement tolérante, mais aussi résiliente. Parce que, j'ai l'habitude de le dire souvent, qui n'est pas migrant et dans quelle communauté il n'y a pas de migrants ou de personnes en mobilité. Donc il faudrait qu'on soit tolérant, qu'on accepte la différence, mais ça ne veut pas dire que tout est permis. Selon vous, qui est responsable de cette situation d'expulsion? Nous indexons directement l'Union européenne. Pourquoi? Directement l'Union européenne parce qu'ils pensent que nous autres Africains, quand nous allons là-bas, nous allons occuper leur poste, nous allons
nous marier, nous allons produire, surtout que nous avons cette faculté de procréer beaucoup. Ils ont peur de cela. Et qu'avec le temps, peut-être que leur progéniture va disparaître. Et c'est peut-être les Africains qui risquent d'occuper le territoire européen. C'est un peu leur inquiétude. Et ils sont en train de jouer, en tout cas, au chat et à la souris. Et pour ça, il faut trouver des gendarmes. Et on en a trouvé en Afrique, tels que la Tunisie, le Maroc, le Niger, le Sénégal. En tout cas, je peux citer d'autres pays qui sont en train de jouer le jeu de l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous disons en tant qu'acteurs de la société civile que non, il faudrait quand même qu'on remette la pendule à l'heure. Mais tout de même, il faut qu'il y ait cette cohabitation, cette résilience entre la communauté d'accueil et la communauté en déplacement. Parce que si aujourd'hui, ce sont les autres que nous déplorons dans notre communauté, mais c'est qu'il y a des Nigériens qui sont ailleurs. Si on n'accepte pas les autres, nos frères, nos sœurs, nos mamans qui sont ailleurs, ce n'est pas être accepté. C'est un peu le rôle que nous jouons en tant qu'Alam Sahara, grâce à l'appui de nos partenaires, que je tiens à saluer au passage. Merci. Monsieur François Ibrahim, lanceur d'alerte. Alors, dites-nous, selon vous, où se situent les responsabilités sur cette situation des expulsés? Bon, les responsabilités, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Parce qu'on vient de mettre, comment on l'appelle, la frontière de l'Europe à Agadez. À partir d'Agadez, personne ne peut sortir. On bloque tout le monde à Agadez. Ce que vous voyez revenir, c'est des gens qui se partent dans des conditions difficiles, avec des pistes qu'on a créées pour faire partir les gens. Sinon, officiellement, tu ne peux pas partir. La frontière, c'est l'Agadez. La frontière européenne est revenue à Agadez. Et je voudrais un peu ajouter sur, comment on l'appelle, notre coordinateur. Les Nigériens, quand ils viennent à Samaka, on les recense dans les mêmes véhicules. Ils vont retourner, on va les amener jusqu'à Agadez dans les véhicules. Ils ne restent pas à Samaka. Directement, ils viennent, c'est pour juste les enregistrer et les faire bouger sur Arlit Agadez. On les déverse à Agadez maintenant. Là, l'Algérie lève ses mains. Mais les autres, les piétons, comme on les appelle, eux, ils sont déversés à point zéro. À n'importe quelle heure. Des fois 2 heures du matin, 4 heures du matin. Quand il fait chaud, c'est dans la journée à 14 heures. On les déverse à la frontière. Maintenant, quand ils ont vu que nous faisons, comment on l'appelle, le secourisme... Qui les déverse? L'Algérie. Mais vous ne pensez pas qu'ils font partie aussi des gens qui sont responsables, parce que c'est eux qui les déversent? Oui, ils sont responsables, mais la responsabilité, c'est l'Europe qui empêche de continuer. Si l'Europe ne laisse pas continuer, les Algériens ne vont pas les ramener. Merci. L'État que vous... nous allons prendre monsieur Sadio Diallo. Je rappelle, vous êtes représentant donc, de la communauté migrante résidant à Agadez. Alors, monsieur Sadio, selon vous, qui est responsable de cette situation? Vous, les migrants. Responsable de la situation, parce que ce que vient de dire le coordinateur, c'est l'Union européenne. Maintenant aussi, pour moi, c'est les pays d'Afrique. C'est Niger et Algérie qui ont les responsables de tous ces problèmes. Et pourquoi vous dites que c'est Niger? Parce que quand vous voyez avant, Algérie, avant qu'ils n'ont pas voté cette loi de 0,36, Algérie, ils refoulent chaque année, c'est mois de décembre. Chaque mois de décembre par année, Algérie fait le refoulement. Donc le refoule dans une Algérie, c'est dans l'année, c'est une seule fois. C'est le mois de décembre seulement Algérie et refoule. Avant la loi. Avant la loi de 0,36 là. Vous voyez. Mais depuis que la loi là est votée, la loi de 0,36 là, tout est devenu compliqué. Vous voyez, parce que pourquoi j'ai dit que Niger aussi il fait partie de ça? Parce que pourquoi Algérie, là, quand il prend les gens au niveau de frontière entre eux et Mali, il ne les envoie pas à Mali. Mali, il est frontière avec Algérie. Pourquoi il ne l'envoie pas là-bas? Il les prend directement aux frontières de Mali, de les retourner jusqu'au Niger. Parce que eux-mêmes, les policiers parlent. Quand ils prennent l'immigrant, ils se disent directement, Niger. Pourquoi il ne l'envoie pas à Mali? C'est Niger qui a accepté. Niger, il fait partie. Nous aussi, aujourd'hui, on va pleurer aussi pour Niger aussi. On parle pas de l'Union européenne seulement. Merci. Merci, Sadio. Moussa, Bachir, CNDH, vous situez les responsabilités où? Oui,
Ici, les responsabilités pour nous étant une commission nationale des droits humains, nous allons parler des violations des droits humains. Parce que ces migrants sont expulsés de l'Algérie. Donc voilà là où nous allons situer les responsabilités, c'est au niveau donc, de l'État algérien, parce que ces missions sont prises dans des conditions donc, inhumaines et les déversent à 1.0 à 15 km de la frontière algérienne où ces gens, des femmes enceintes et des enfants, ne pouvaient pas eux-mêmes s'amener sans n'eût été l'appui voilà, de nos partenaires qui sont là avec nous, APS et autres partenaires, vous voyez, pour sauver ces vies. Donc nous disons que l'Algérie est ici responsable et surtout aussi qu'elle a signé la Convention internationale de lutte contre la torture. Donc elle est en train aussi de torturer les êtres humains. Donc nous pensons qu'elle est vraiment responsable. Alors, Monsieur Aziz, on revient avec vous. Enfin, quelle est votre piste de solution? Quelle solution proposez-vous vraiment pour que cette situation soit décantée? Nous avons déjà eu à poser les jalons d'une tentative de solution en tant qu'initiative à l'Enfant Sahara, avec l'appui de des organisations sœurs qui sont dans la sous-région, telles que l'association malienne des expulsés, l'association des avocats du Nigeria et des Européens qui nous ont appuyés, à savoir l'association des avocats ACJ de l'Italie. Nous avons déjà eu à porter plainte contre l'État du Niger par rapport à cette loi, la loi 2015-36. Et pour l'instant, je vous dis que cette affaire est encore pendante au niveau de la Cour de la CEDEAO. Nous ne savons pas avec les nouveaux événements ce que ça va donner. Mais normalement, le verdict aurait dû tomber en novembre prochain. Et par rapport à ça, notre position est claire. Nous disons que la loi dans sa forme, la loi 2015-36, elle est vraiment très rigoureuse et elle va à l'encontre des droits de travailler et des droits de circuler. Parce que cette loi, vous n'êtes pas sans savoir, elle a fait beaucoup de mécontents. Par exemple, particulièrement dans la région d'Agadez, des détenteurs de véhicules ont été confisqués, ont eu leurs moyens de transport confisqués, des chauffeurs ont connu la prison, des restaurateurs ont cessé leur travail, des vendeurs de cartes ont été criminalisés. Et tout ce que vous connaissez par rapport à la loi 2015-36. Nous avons dit, effectivement, ensuite, quand vous voyez le titre de la loi contre le trafic illicite des migrants. Mais ce n'est qu'à partir d'Agadez que le trafic devient illicite. On peut quitter la Gambie, la Guinée, partout, jusqu'à arriver à Niamey, jusqu'à Agadez, mais c'est à partir d'Agadez que ça devient illicite. Les autres qui transportent depuis les autres pays jusqu'à traverser les frontières et arriver à Agadez, ils ne font pas un transport illicite. C'est seulement les transporteurs d'Agadez qui font des transports illicites. Donc, mais pourquoi deux poids, deux mesures? Vous pensez qu'on puisse revoir cette loi? C'était pourquoi nous l'avons attaqué à la Cour de la CEDEAO. Il y aura une solution dans cette affaire. En tout cas, une dernière information, en tout cas, on nous a dit que oui, le gouvernement du Niger a écouté et il a tenté de réviser. Mais déjà, les quelques échos que nous avons eus, les changements apportés à la loi vraiment ne répondent pas véritablement à nos attentes. Merci, Monsieur Aziz. Monsieur François, aussi, vous avez une solution à cette situation? C'est quoi votre solution? Vraiment, c'est d'évacuer tout le monde à partir de Samaka. Trouver le moyen de les évacuer, chacun n'a qu'à retourner chez lui. Merci. Sadio, vous avez une solution, Monsieur Sadio? Moi, j'espère, en tant qu'immigrant, nous savons que notre solution, le gouvernement voir sur cette loi de 015-36. Pour nous, c'est là-bas le problème. Ce n'est pas le problème de refoulement en Algérie. Si ils ont enlevé cette loi, nous on dit qu'Alhamdulillah. Parce que tous les problèmes là, c'est la loi là qui a créé tous les problèmes des immigrants. Tous les immigrants sont devenus mendiants au niveau de commune d'Agadez ni à Samaka. C'est la loi là, nous on pleure. C'est l'État de Niger. Merci Moussa. Bachir, CNDH, et votre proposition de solution? Oui, bon, franchement, moi, ce que je propose, c'est que l'État nigérien et l'État algérien doivent s'asseoir relativement à cette question d'expulsion d'une manière vraiment abusive, parce qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent expulser en respectant
les droits humains de ces personnes en mobilité. Et surtout de voir comment coordonner avec ces organisations donc, qui font de leur mieux pour prendre en charge ces migrants, comment essayer d'expulser ces migrants. Merci. C'est la fin de ce forum de ce soir sur la situation des expulsés d'Algérie. Quel impact sur la cohabitation avec la communauté d'accueil? Alors, on peut retenir avec tous les participants des solutions proposées, revoir la loi 036-2015 qui interdit la migration, surtout le trafic illicite des migrants, et aussi d'évacuer à temps ces migrants qui viennent surtout à Samaka. Alors merci à toutes et à tous. Nous étions en compagnie de M. Cheikhou Aziz, activiste et coordonnateur régional de l'initiative Alarme Fond Sahara APS à Agadez. Merci beaucoup M. Cheikhou. Merci Moussa. Alors M. Moussa Bachir, chef d'antenne de la Commission nationale des droits humains CNDH d'Agadez. M. Moussa, merci. Merci. Monsieur François Ibrahim, chef d'équipe lanceur d'alerte à Samaka. Merci, Monsieur François, pour votre participation. Merci. Sadio Diallo, représentant des communautés migrantes résidant à Agadez. Merci, Monsieur Sadio. Merci, Moussa. Mesdames et Messieurs, merci et au revoir.